Bienvenue dans ce webinaire sur la base carbone et sur l'impact carbone personnel. Très rapidement, je vais me présenter et ainsi que l'équipe avant de venir au sommaire de ce webinaire. Donc, je suis Martin Régnier, je suis ravi d'être présent, d'animer ce webinaire. Donc, je suis intrapreneur à l'ADEME où je développe le service Ecolab avec Jennifer et Maël qui sont développeurs informatiques ainsi que François-Joseph, qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui est bonjour Jennifer, mais qui est donc coach sur Ecolab avec la méthode beta.gouv que nous verrons par la suite, ainsi que Capucine, qui est chargée de déploiement. Et je remercie aussi l'équipe qui s'assure de Bonjour. Bonjour à tous les deux, qui s'assure de répondre à vos questions sur le chat. Nous aurons aussi 3 intervenants, donc Fanny Florio, qui est ingénieure comptabilité carbone à l'ADEME, ainsi que Damien Huet, délégué général de l'association Bilan Carbone, et Benjamin Boissery, qui est chef de projet énergie-climat à l'ABC. Alors, il y avait plus de 400 inscrits. Oui, vous êtes 230 participants pour l'instant connectés, et ça continue de monter. Donc, on ne vous laissera pas vous présenter chacun à tour de rôle. Voilà, une grosse représentation d'entreprises, beaucoup d'entreprises différentes, avec, vous le voyez, différents secteurs représentés. Il y a également des personnes de l'enseignement et de la recherche, du secteur public, des associations, des ONG. Voilà, beaucoup de personnes avec aussi donc, des attentes différentes. Vous le voyez, on vous avait demandé un peu quelles étaient vos attentes. Voici un peu les grandes tendances. Donc, certains qui voulaient calculer l'empreinte carbone de leurs clients, les accompagner. D'autres mesurer l'impact de leur structure, améliorer un produit existant ou créer un nouveau produit, sensibiliser les personnes de leur entourage, de leur entreprise, ou simplement par curiosité. Donc voilà, on a décidé de rester sur un format assez court, d'1h30, donc on ne pourra pas forcément répondre à toutes vos attentes, à toutes vos questions, donc soyez rassurés, à la fois les questions sont bien enregistrées, on pourra y revenir après le webinaire, on vous répondra par écrit si jamais on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Et puis surtout, c'est une invitation à poursuivre les échanges dans d'autres formats. Donc, à l'issue de ce webinaire, on vous fera passer un questionnaire vous demandant quelles sont vos envies pour la suite, peut-être sur des formats plus adaptés à des échanges en plus petits groupes. Tout de suite, donc l'agenda de ce webinaire. Donc, après une courte introduction, je passerai la parole donc à Fanny qui nous présentera la base carbone. Et puis, dans une deuxième partie, nous parlerons avec l'ABC donc de ses ressources pour le calcul carbone personnel et donc le passage à l'action, cette plateforme NoGES Climat que nous venons de lancer en partenariat donc avec l'ABC. Très rapidement, une petite introduction donc sur ce que c'est que l'ADEME. Donc c'est l'agence de la transition écologique. On travaille sur de nombreuses thématiques environnementales. Je ne vais pas toutes les lister, mais il y a bien évidemment les déchets, l'énergie, le climat, le bâtiment, etc. Nos objectifs, c'est d'abord de connaître, c'est-à-dire de développer l'expertise sur ces différentes thématiques, aussi de convaincre, mobiliser nos différentes cibles, les particuliers, les professionnels, les collectivités, de conseiller, notamment le pouvoir politique et les instances, nos ministères de tutelle, etc. Et puis d'aider à réaliser, c'est-à-dire à financer différents projets de la transition écologique. Alors, je vais le passer très rapidement, mais il y a tout un tas de formats dans lesquels se traduit cette expertise, qu'ils soient très épais, très experts, des études, des avis qui traitent d'une question en particulier. Mais il y a aussi des formats plus grand public, des guides qui aident les particuliers sur telle ou telle question. Il y a des infographies, une nouvelle plateforme également, Agir pour la transition, qui aide les particuliers. De plus en plus de données arrivent aussi sur notre portail Open Data, que vous retrouvez donc sur data.adem.fr. Et donc, à Ecolab, on pense que toutes ces informations doivent encore être encore plus diffusées auprès des citoyens, pour tous ceux qui ne viendraient pas les chercher. Et donc, notre parti pris, notre objectif, c'est donc de démultiplier l'impact de l'ADEME en s'appuyant sur des relais. Vous voyez là sur l'exemple de l'alimentation, différentes applications, différents services qui existent déjà. Ça peut être également des médias sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà, vraiment
toucher les communautés de services qui existent déjà pour apporter cette information environnementale au plus près des utilisateurs. Pour cela, on a une offre qui se distingue en deux grandes parties. La première, un peu clé en main, c'est de donner des outils de référence qui sont facilement intégrables. Par exemple, pour un responsable de contenu web ou un journaliste qui voudrait proposer un calculateur simple à ses visiteurs, mais qui n'a pas forcément les compétences pour le développer, eh bien, on lui met à disposition un petit calculateur qu'il peut très facilement, juste avec un petit bout de code, intégrer sur son site et de manière et ainsi facilement toucher ses utilisateurs. Autre partie de notre offre, cette fois-ci plutôt pour les développeurs ou les responsables de produits qui voudraient développer une nouvelle fonction, intégrer par exemple l'information CO2 à leurs produits. Ils ont besoin d'une librairie de calcul, des données fiables. Et c'est donc ce qu'on leur propose. Donc ce sont à chaque fois bien sûr des données de l'ADEME. On se charge, dans le premier cas comme dans celui-là, de recueillir et d'intégrer les retours des utilisateurs, et puis de documenter ces différentes données, ainsi que de les accompagner. Donc le webinaire d'aujourd'hui, par exemple, fait partie des formats que l'on peut avoir pour vous accompagner. On va parler carbone aujourd'hui, mais juste je balaye très rapidement les autres domaines sur lesquels on travaille. L'alimentation, avec notamment la base AgriValise, qui est une base de données de référence en matière d'environnement sur plus de 2500 produits agricoles et alimentaires. Le logement avec la base DPE, qui vient récemment d'être ouvert en open data. Et puis les déplacements, ce petit calculateur aussi sur les déplacements, qui compare les différents modes entre eux de manière très visuelle. Voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur le site Ecolab si vous voulez en savoir plus. Voilà, et pour finir, j'évoquais la méthode beta.gouv. Donc, c'est une méthode pour concevoir les services publics numériques autrement, qui accompagne donc les administrations, donc, y compris donc l'ADEME, mais aussi les territoires, pour investiguer, creuser une problématique, essayer de progressivement construire une solution pour y répondre. Et donc, dans le cas d'Ecolab, c'est donc justement faire ce lien entre l'expertise de l'ADEME et des réutilisateurs comme vous, qui ont envie, qui ont besoin d'intégrer ces données. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro. Voilà. Je passe tout de suite la parole à Fanny Fleuriot, qui va vous présenter la base carbone. Bonjour à tous, merci Martin. Du coup, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai essayé de faire assez court une présentation assez générale de la base carbone, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on verra dans quelle mesure on peut répondre aux questions des uns et des autres, sachant que comme le disait Martin, si vous avez énormément de questions, on ne pourra pas forcément y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, on récupérera l'ensemble des questions et on vous fera des réponses par écrit a posteriori, même après le webinaire. Du coup, la base carbone de l'ADEME, je vais vous la présenter en 3 points, juste revenir un petit peu de quoi parle-t-on exactement, vous rappeler un petit peu l'historique d'où elle vient. Ensuite, on passera sur les grands principes qui structurent la base carbone. Faire du temps, ouais. Oui, alors il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il me semble que c'est Maëlle. Oui, merci. Donc les grands principes structurants, et puis après, je vous présenterai vraiment la structure de la base carbone telle qu'elle existe aujourd'hui, et puis vous montrer un petit peu un exemple sur comment exploiter, comment trouver les données que vous cherchez, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut y trouver en termes d'informations. Donc si on démarre sur la base carbone, de quoi parle-t-on ? Juste un bref rappel de l'historique qui va vous permettre aussi de lever des amalgames qu'on peut trouver. Donc la base carbone, elle est bien évidemment historiquement liée à l'outil bilan carbone, donc qui avait été développé par l'ADEME en 2004 et qui est aujourd'hui la propriété de l'association Bilan Carbone. Donc depuis déjà presque 10 ans, on va fêter les 10 ans l'année prochaine. Et donc en fait, la base carbone, si je peux dire ça, c'était vraiment l'onglet de l'outil bilan carbone dans lequel vous retrouviez tous les facteurs d'émission. Donc quand l'outil bilan carbone a été cédé à l'association Bilan Carbone, l'ADEME a créé la base carbone, donc, et a mis en ligne l'ensemble de ces facteurs d'émission pour continuer à alimenter cette partie-là et à en gérer et à administrer son contenu. Donc, comme je le dis, donc, la base carbone est bien la propriété de l'ADEME et elle est hébergée sur le centre de ressources, donc bilangesadem.fr. Donc, on n'est pas du tout sur un calculateur, mais on est bien sur une base de données, donc 2 facteurs d'émission.
Et vous avez quand même plusieurs outils. Alors, quand je dis outils, c'est au sens large, hein, qui vous aident en fait à comprendre cette base de données. Donc, d'abord, son module de consultation en ligne sur le centre de ressources Bilan-GES, donc où vous pouvez consulter en ligne les données de la base carbone ainsi que sa documentation. Vous pouvez également la télécharger, donc télécharger le CSV qui contient les 10 000 lignes, sa documentation au format PDF et également tous les tableaux de suivi des modifs qui vous permettent de suivre d'une version à l'autre de la base carbone quelles sont les données qui ont été ajoutées, supprimées ou modifiées. Et vous avez également à disposition un forum, donc directement sur le centre de ressources bilangesadem.fr ou alors une boîte mail générique sur laquelle vous pouvez éventuellement, si vous ne trouvez pas tout votre bonheur dans la documentation et dans la base carbone, nous poser des questions pour qu'on puisse échanger et vous accompagner. Si je te laisse passer, voilà. Merci Martin. Très rapidement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc la base carbone, donc, comme je disais, elle est accessible gratuitement sur le site bilangesadem.fr. Donc il faut juste créer un compte visiteur. Et vous l'avez également depuis fin mai en open data sur dataadem.fr dont parlait Martin tout à l'heure. Donc l'ensemble vous avez énormément de données dans la base carbone, donc c'est vraiment toutes les données qui permettent de couvrir l'ensemble des postes d'émission quand vous réalisez un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a également encore aujourd'hui des données d'activité. Donc ce que j'entends par données d'activité par rapport aux facteurs d'émission, ça va être des données qui ne sont pas en CO2. Vous allez avoir des consommations de carburant, la consommation moyenne d'un véhicule, ou alors le rendement d'un process, ce genre de choses, parce que c'était des données qu'on avait historiquement dans l'outil bilan carbone, mais il a été voté en COGO il y a déjà, en comité de gouvernance, pardon. Je vais un petit peu trop vite. En comité de gouvernance de la base carbone, il y a déjà quelques temps qu'à terme, la base carbone a vraiment vocation qu'à ne contenir des facteurs d'émission, donc des éléments en CO2 par quelque chose. Donc ne vous étonnez pas si d'une mise à jour à l'autre, les données d'activité que vous aviez l'habitude de trouver disparaissent. C'est normal, c'est l'objectif. Ensuite, il faut vraiment avoir en tête que voilà, le contenu et puis la structure même de la base carbone est en continuelle évolution. Et on l'a fait évoluer et bouger en fonction à la fois de l'amélioration des connaissances, mais aussi en fonction de la production des données et des données qu'on a à disposition pour pouvoir alimenter la base carbone. Aujourd'hui, la base carbone, c'est près de 3000 facteurs d'émission. On a près de 30 000 inscrits aussi sur le centre de ressources. Il faut savoir qu'il y a une très grosse activité autour de la base carbone et plus généralement des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. On a près de 150 nouveaux inscrits par semaine sur le centre de ressources, et ce depuis la création. Donc, il y a énormément d'activités. Et on a aujourd'hui une vingtaine de contributeurs pour la production des données. Alors, sachant qu'il faut avoir en tête une petite subtilité que je me permets de mettre là, contributeur ne veut pas dire source de données. Donc, il y a notamment pour ceux qui ont déjà un petit peu creusé le CSV de la base carbone, il y a pratiquement, je vais dire, 90% des données qui sont du contributeur ADEME, mais l'ADEME n'est pas la source de toutes ces données-là. Il y a plein de données qu'on récupère de sources diverses et variées. Le contributeur est vraiment celui qui a fait la proposition pour ajouter cette donnée-là dans la base carbone. Donc voilà, c'est une petite subtilité à avoir en tête. Source et contributeur, ce n'est pas vraiment la même chose. Du coup, si je rentre dans les grands principes structurants de la base carbone, on a vraiment quatre piliers fondateurs que vous avez peut-être déjà vu passer, qui sont dans les pages d'information de la base carbone du centre de ressources. Donc une première information, et qui est de taille, c'est que les données sont ouvertes. Donc l'ensemble des données sont consultables en ligne gratuitement. Et en plus de la consultation qui est ouverte à tous et que les données sont ouvertes à tous, il faut savoir que son enrichissement est également ouvert à tous. N'importe qui, demain, peut proposer des données à la base carbone. Elles seront bien entendu évaluées et testées pour savoir si elles peuvent être intégrées à la base carbone, mais en tout cas, l'enrichissement est vraiment ouvert à tous. Ensuite, c'est une base de données qui est multiréglementaire, dans le sens où c'est une base de données de référence pour plusieurs réglementations. Donc, la principale réglementation qui s'attache à la base carbone, c'est l'article 229-25, donc c'est la réglementation sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre des organisations. Mais elle est également citée dans l'info GES pour le Code des transports.
Et on fait également, enfin on cherche en tout cas à faire référence autant que possible à toutes les réglementations qui touchent du coup à l'impact carbone. Donc on va retrouver le système d'échange des quotas. On a également intégré toutes les données qui avaient été mises en place et produites pour l'expérimentation plus c'est moins dans le bâtiment, ce genre de choses. Troisième pilier qui est également très important, c'est la transparence. Donc là, on est vraiment sur la clé de voûte de la base carbone. L'idée, c'est d'avoir, c'est une base de données ouverte, mais en plus de mettre à disposition l'ensemble des éléments qui permet la bonne utilisation des données. Et donc voilà, la documentation, elle cherche vraiment à expliciter les hypothèses, la construction des données, de vous donner vraiment toutes les sources, les périmètres, etc. Alors, il faut savoir que c'est perfectible et on peut toujours. L'idée, on essaye toujours de jongler entre guillemets entre donner une documentation détaillée sans se retrouver avec une documentation de la base carbone qui fasse 10 000 pages. Donc voilà, le compromis n'est pas toujours évident à trouver, mais c'est bien pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut vraiment pas hésiter quand dans les éléments de la documentation ne sont pas suffisants par rapport à votre besoin, à nous poser des questions pour que nous, on aille creuser du coup dans les données sources et puis dans les documents qu'on avait à disposition pour pouvoir lever des incompréhensions ou des demandes de précision sur certaines hypothèses et périmètres qui n'étaient pas forcément suffisants dans la documentation. Et enfin, dernier point, donc comme je le mentionnais tout à l'heure, le COGO, donc le comité de gouvernance, avec une gouvernance partagée de la base carbone. Donc l'administration et la propriété, comme je disais tout à l'heure, est bien de l'ADEME, mais l'ensemble des orientations et les données que contient la base carbone sont validées par un comité de gouvernance, donc qui regroupe de nombreux acteurs. On est une quinzaine de membres, mais de mémoire, je le précise juste après. Donc on va y revenir. Eh bien, parfait. Donc voilà, je voulais juste détailler avec vous deux éléments pour bien comprendre un petit peu le fonctionnement et d'où sortent les données de la base carbone. Donc un petit focus sur la production des données. Donc il y a 3 modes de production de données dans la base carbone. Donc soit c'est une étude qui est réalisée par l'ADEME ou en partenariat avec l'ADEME, avec un COPIL, donc un comité de pilotage de l'étude qui est représentatif de l'ensemble des acteurs de la filière qui est concernée par l'étude. Soit on a une étude ADEME qui est avec un COPIL restreint, donc on va dire c'est juste nous avec nous-mêmes. Soit c'est une étude qui est complètement menée par un tiers et pour laquelle nous, on n'a pas du tout été impliqués côté ADEME. Et donc, quel que soit ce mode de production de données, lorsqu'elle nous est soumise donc, à l'ADEME et au comité de gouvernance, on va en faire une évaluation, donc selon des lignes directrices que vous trouvez sur le centre de ressources. Et selon cette évaluation, après, la donnée va être proposée au comité de gouvernance, qui va décider soit de valider la donnée, soit de la refuser. Soit, lorsqu'elle est refusée, bien sûr, ce n'est pas forcément refusé et puis tant pis, ça peut être soumise à modification ou à creuser certains points de manière à ce que la donnée puisse être intégrée dans la base carbone. Sachant qu'à partir du moment où on est dans le cas 2 et 3, c'est-à-dire soit une étude ADEME avec un COPIL restreint, soit une étude menée par un tiers, l'ensemble des propositions, elles sont systématiquement soumises à la communauté des utilisateurs pendant 3 mois avant passage en comité de gouvernance. Pour cela, on met du coup, il y a un formulaire de publication et donc ça, c'est directement consultable sur le centre de ressources Bilangès, dans lequel vous retrouvez du coup les propositions de données. Et il y a un post qui est systématiquement créé sur le forum, de manière à ce que vous en soyez avertis et que voilà, si vous avez envie d'aller lire une ACV de 300 pages pour nous donner votre avis, sentez-vous libre. On sera ravis de ne pas être les seuls à lire les rapports d'ACV. Du coup, le comité de gouvernance, donc comme je disais, donc il est présidé par l'ADEME et donc il est composé de membres qui sont invités par l'ADEME et le but, c'est d'avoir des gens autour de la table qui ont des connaissances et des compétences sur le sujet de la comptabilité carbone. Je ne vous ai pas remis la liste complète. C'est pour ça qu'on a un petit carré avec 3 petits points, mais vous pouvez retrouver vraiment la liste complète des membres sur le centre de ressources. Il y a une page internet dédiée au comité de gouvernance, notamment où vous pouvez retrouver tous les comptes rendus, puisque ça c'est vraiment mis en ligne et c'est public, tous les comptes rendus de nos réunions. Donc, sachant qu'on fait 2 comités de gouvernance en moyenne par an. Mais donc voilà, l'idée c'est que tous les acteurs y soient représentés. Donc c'est vrai que c'est que des acronymes, mais vous en reconnaîtrez sûrement certains. Donc on a notamment pratiquement toutes les instances du ministère de l'Environnement, donc avec la DGEC, donc Direction Générale Énergie Climat, DGITEM pour les transports,
SDES pour les statistiques et puis DHUP qui n'est pas écrit là, donc pour tout ce qui est bâtiment. Vous allez retrouver les associations de bureaux d'études, donc avec le CINOV et la PCC. On a l'association Bilan Carbone forcément, le CITEPA qui est également là, et on a également des représentants, donc à la fois des collectivités avec le RAR et du MEDEF pour les entreprises. Et vraiment, l'objectif de ce comité de gouvernance, à chaque fois, c'est vraiment de donner et d'émettre son avis à la fois sur les orientations et le développement de la base carbone. Donc, typiquement, tout à l'heure, quand je parlais qu'on a décidé tous ensemble de se focaliser sur uniquement les facteurs d'émission et ne plus chercher à aussi avoir des données d'activité dans la base carbone, ben, typiquement, c'est une orientation qui a été votée en comité de gouvernance. Et également sur l'enrichissement de la base, la validation des nouvelles données, si jamais il y a controverse sur un sujet. Enfin voilà, c'est vraiment, bon, comme on peut l'entendre par un comité de gouvernance, c'est vraiment lui qui donne son avis et qui permet d'administrer du coup la base carbone. Voilà, si je rentre cette fois dans le vif du sujet, alors si on peut dire ça comme ça, de concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans la base carbone ? Du coup, la structure de la base, donc elle est vraiment structurée en cohérence avec, pour ceux qui connaissent bien les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, avec les découpages par poste d'émissions quand on réalise son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vous allez retrouver scope 1, scope 2, scope 3. Alors, avec un petit bémol, qui est que toutes ces structures vont être amenées à changer d'ici 1 an, je pense. Donc, ne vous y habituez pas trop. Mais bon, globalement, vous retrouverez vos petits, pas d'inquiétude, parce qu'il faut savoir que du coup, ce découpage scope 1, 2, 3 est issu de la norme ISO 1464-1, donc sur comment réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, donc qui avait été publiée en 2006 et fin 2018, elle a été mise à jour. Donc où le scope 1, 2, 3 disparaît. Donc c'est une restructuration des postes d'émissions. Donc il va falloir étant donné que la méthode réglementaire associée au bilan d'émissions de gaz à effet de serre va se mettre en cohérence avec cette norme de fin 2018, il va falloir que la base carbone soit également restructurée. Mais bon, globalement, vous retrouverez à peu près les mêmes postes d'émissions, ils seront juste rangés différemment. Donc, au-delà de ces structures de rangement, il faut savoir que vous avez 5 statuts de données au sein de la base carbone. Donc, vous avez les valides génériques, les valides spécifiques, en discussion, archivés et refusés. Donc, de manière assez simple, quand c'est valide, vous pouvez les utiliser sans souci. Quand c'est en discussion, ça veut dire que la donnée n'est pas encore validée. Donc, c'est-à-dire que c'est une donnée qui nous a été soumise, mais pour laquelle on est encore en cours de discussion à savoir est-ce qu'on l'intègre ou est-ce qu'on ne l'intègre pas. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ou en tout cas de regarder un peu plus près quelle est cette donnée-là, voire nous poser la question. N'hésitez pas à nous poser la question sur où en est l'évaluation de cette donnée-là. Archivés, on les conserve. Là, c'est vraiment par souci de transparence et de manière à ce que vous puissiez avoir accès à ces données-là. À partir du moment où une donnée est archivée, ça veut dire qu'elle n'est plus valide aujourd'hui. Donc, elle n'est pas à utiliser dans le cadre de vos exercices. Refusées, là, la petite croix rouge parle d'elle-même. Donc, c'est des données qui ont été refusées par le comité de gouvernance, donc ils n'ont pas à être utilisés. Ensuite, vous avez 2 moteurs de recherche, deux gros moteurs de recherche et des filtres pour vous aider dans votre recherche de facteurs d'émission. Donc déjà, vous avez un moteur de recherche par tag. Donc comme je vous ai mis la petite impression d'écran, donc qui vous permet directement, si vous savez quel facteur d'émission vous cherchez, de pouvoir y accéder plus vite. Et vous avez également un moteur de recherche par filtre. Alors là, c'est une fois que vous allez un petit peu plus loin dans l'arborescence. Alors d'entrée, vous pouvez choisir des filtres réglementaires ou alors directement aller dans toutes les données de la base carbone. La subtilité des filtres réglementaires, typiquement, vous allez avoir pour tout ce qui est données de l'article L229-25, donc là c'est vraiment pour les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, vous n'allez voir que les valeurs qui sont pour le scope 1 et 2, puisque jusqu'à présent, la réglementation n'imposait que un bilan GES sur les valeurs scope 1 et 2. Donc du coup, quand vous cliquez là-dessus, les valeurs ne s'affichaient que pour les scopes 1 et 2. Donc pour vous donner un exemple assez concret, typiquement, vous alliez avoir un facteur d'émission typiquement pour le gaz, vous n'alliez avoir que la combustion du gaz qui s'affiche et pas l'amont, c'est-à-dire toute la production du gaz naturel, étant donné que là, l'amont du gaz naturel est considéré comme du scope 3. Donc voilà, donc il faut faire entre guillemets un peu attention quand vous rentrez par des filtres réglementaires, puisque du coup, ça vous filtre au sein des données les valeurs qui peuvent être affichées.
Ensuite, vous pouvez également faire un filtre sur le statut des données pour n'avoir que des données valides qui ne s'affichent. Et puis également par contributeur, localisation géographique et puis par unité afin d'avoir typiquement que les kilogrammes de CO2 par kilowattheure lorsqu'on est sur des énergies. Fanny, il y a juste une petite question sur le valide spécifique que tu ne peux peut-être pas préciser. Ah oui, c'est exact. Oui, alors pourquoi valide générique et valide spécifique? On va avoir des données qui sont valides spécifiques pour des données, alors pour la redondance, qui sont spécifiques, mais qui sont valides pour autant. Alors pour vous donner un exemple, typiquement là aujourd'hui dans la base carbone, vous allez trouver en valide spécifique toutes les données qui sont relatives à l'expérimentation E+, C-, puisque c'est des données pour lesquelles, voilà, d'un point de vue purement technique et scientifique, la façon dont elles ont été calculées, etc., c'est totalement cohérent avec la base carbone. Par contre, de par leur périmètre et la façon dont elles ont été calculées, c'est vraiment des données qui ont été produites pour l'expérimentation E+, C-. Typiquement, si je resserre encore plus l'exemple, il y a un facteur d'émission de l'électricité, donc du contenu CO2 de l'électricité, qui avait été calculé dans le cadre de l'expérimentation E+, C-, qui n'était pas exactement selon les mêmes règles que le facteur d'émission moyen qu'on a du contenu moyen de l'électricité qui est utilisé pour faire l'ensemble des bilans GES. Mais du coup, dans le cadre de l'expérimentation E+, C-, c'était celui-ci à utiliser. Par contre, ce n'est pas celui-là qu'il fallait utiliser lorsqu'on faisait son bilan GES de manière générale. Donc, on va avoir, voilà, ou alors vous allez. Un autre exemple que je donne assez souvent, c'est typiquement si on a un producteur d'un produit. Donc, typiquement, on va dire quelque chose que je dis au pif, un Samsung qui vient pour nous dire, voilà, j'ai fait la CV de mon dernier smartphone, etc. Je veux pouvoir le déposer dans la base carbone. Concrètement, nous, on évalue, la CV a été faite dans les règles, etc. On est OK pour l'intégrer. Par contre, c'est vraiment un contenu CO2 qui est spécifique à ce smartphone, cette marque-là, etc. Donc, on le mettra en valide spécifique parce que ça ne veut pas dire qu'il est représentatif d'un smartphone générique pour n'importe qui. C'est vraiment le facteur d'émission pour ce produit-là en particulier. Du coup, ce sera un valide spécifique. Parfait, merci Fanny. Du coup, là, je vous ai remis vraiment des impressions d'écran de manière à ce que vous voyez comment ça se présente sur la base carbone. Donc, bon, j'ai pris un facteur d'émission concrètement un petit peu au hasard, mais pour lequel il y avait presque tous les champs de remplis, donc ça vous permet d'avoir un aperçu. Donc, premier élément, et conseil que je peux vous donner, toujours cliquer sur afficher les détails, qui est à la place de masquer les détails là sur l'écran. Ça vous permet du coup d'avoir tout le contenu qui s'affiche. Donc dans les informations générales, vous allez retrouver voilà, les tags qui sont associés à ce facteur d'émission, les réglementations également, sa période de validité, donc qui vous dit jusqu'à quelle date ce facteur d'émission est censé être valide, avec encore là une fois une règle à avoir en tête, c'est que par défaut, la période de validité des facteurs d'émission est donnée à 3 ans. Donc ça veut dire que ce facteur d'émission-là a été intégré il y a 3 ans. Donc ça ne veut pas dire que le facteur d'émission n'aura plus de validité passé cette date-là, mais c'est plutôt un indicateur pour que nous aussi, côté ADEME et côté comité de gouvernance, on se pose la question de attention, ça fait déjà 3 ans que ce facteur d'émission-là nous a été proposé, est-ce qu'il ne faudrait pas en demander une mise à jour? Donc voilà, et puis l'incertitude, liée au facteur d'émission. Ensuite, vous avez le tableau de décomposition des valeurs. Donc là, vous allez retrouver, lorsque c'est disponible, ce n'est pas le cas pour tous les facteurs d'émission. Vous allez avoir une décomposition à la fois en colonnes, c'est-à-dire par type de gaz, donc CO2, CH4, etc. Et par ligne, c'est par poste d'émission. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, pour le gaz, typiquement, on a la combustion du gaz, donc vraiment lorsque le gaz est brûlé, et l'amont, c'est-à-dire toute la chaîne de production du gaz. Et donc typiquement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si vous rentrez par le filtre réglementaire lié à la réglementation bilan GES, lorsque vous allez faire afficher les détails, vous aurez bien exactement ce même tableau-là, sauf qu'en vert foncé, ce ne sera plus le 0,227 qui sera en couleur, mais le 0,187, donc le total de la combustion, puisque l'amont n'est pas censé être pris en compte quand on fait que du scope 1. Et du coup, deuxième affichage, vous avez, lorsque c'est nécessaire, un champ commentaire qui est complété, sous le tableau de détail. Donc, on intègre ici des commentaires qui vous aident un petit peu à faire attention à la compréhension du facteur d'émission et à comment l'utiliser. Il n'est pas systématiquement rempli, hein, c'est vraiment qu'on a besoin de mettre une information.
Et enfin, tout ce qui est information administrative, donc là, c'est savoir voilà, le statut de la donnée, qui était le contributeur et quand est-ce qu'a été créée la donnée. Et enfin, en bas à droite, vous avez l'évaluation de la donnée. Donc, que ce soit en termes de transparence, sa qualité générale, avec à chaque fois tous les critères qu'on retrouve dans les critères d'analyse de cycle de vie. Donc, sur la représentativité technique, géographique, temporelle, la complétude de l'information, sa précision et son homogénéité. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit peu une image de à quel point cette donnée-là, on en est sûr et quelle est sa qualité par rapport aux données qui étaient disponibles. Et du coup, dernier élément, donc ça sur lequel vous atterrissez dès que vous cliquez donc sur un des premiers boutons qui était sur la première page, voir la documentation. Vous arrivez directement à la page concernée. Donc là, bon, je ne vous ai pas remis toute la page, mais donc du coup, vous allez retrouver la page de la documentation dans laquelle est décrit la construction du facteur d'émission et vous allez retrouver les sources et les renvois qui vont bien pour comprendre un petit peu quel était le périmètre et comment pouvoir utiliser cette donnée-là. Parfait, Voilà. merci beaucoup Fanny. Voilà. Je crois te laisse regarder les questions. Il y a effectivement différentes questions. On va peut-être les prendre dans l'ordre, alors du coup je les ai prises. Il y a des petits pouces qui nous ont permis de les faire remonter. La première, est-ce que il est prévu bientôt que les formations bilan carbone soient éligibles au CPF? Et bien ça, je laisserai l'association Bilan Carbone du coup y répondre. On pourra y répondre tout à l'heure. Très bien. Alors, où trouve-t-on les références aux autres référentiels de facteurs d'émission, quota, EU, ETS, E plus C-, etc. Comment repérer les facteurs d'émission? Oula, ça a bougé. Communs et ceux qui divergent. Les communs et ceux qui divergent, alors ça, on ne peut pas le voir directement dans la consultation en ligne. Je pense que ça, il faudrait faire des petites manipulations à partir du CSV en faisant des tris sur les différentes colonnes, puisque du coup, quand vous faites l'extraction CSV de la base carbone, il y a la colonne réglementation dans laquelle vous allez retrouver du coup à quelle réglementation touche quelle donnée. Et donc, du coup, il faudrait faire le tri à la main. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a automatisé, nous, de notre côté, à savoir quelle donnée pour qui. Après, il faut savoir que l'enjeu de la base carbone, l'enjeu primaire de la base carbone, c'est vraiment d'être la base de données pour la réglementation bilan GES et pour la réalisation de bilan GES. On va dire que les autres réglementations pour lesquelles on essaye de mettre un peu d'articulation et de faire en sorte que la base carbone soit la base de données de référence et du coup d'intégrer les autres données pour ce faire aussi, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on essaye de le faire. Notre enjeu, ça reste vraiment la réglementation bilan GES. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Il y avait peut-être 2 morceaux de questions dans la question, mais n'hésitez pas à reposer les questions du coup. Voilà, effectivement, si besoin. Alors, il y a une personne qui nous dit qu'elle a remarqué qu'il y avait un certain nombre de lignes dans la base qui ne mentionnaient pas l'incertitude. Comment faire dans ces cas-là pour rétablir une valeur? Ça fait partie des chantiers qu'on mène côté comité de gouvernance. Donc c'est vrai, non, il n'y a pas une incertitude partout. Systématiquement sur les nouvelles données qu'on rentre, du coup ces dernières années, on en demande systématiquement une. Après, c'est vrai que dans la base carbone, donc sur les 3000 facteurs d'émission que vous avez, il y en a encore beaucoup qui sont historiquement des données du bilan carbone sur lesquelles il n'y avait pas forcément une incertitude. Donc on essaye systématiquement de la rajouter, mais oui, aujourd'hui, quand on ne l'avait pas, on ne va pas forcément la sortir au doigt mouillé pour la sortir au doigt mouillé. Donc, on est plutôt dans une logique d'amélioration et de faire en sorte de les rajouter là où on peut les rajouter et de faire en sorte que les nouvelles données les systématiquement. Mais oui, effectivement, il y a des trous dans la raquette. Et de la même manière, sur l'évaluation de la qualité des données, la petite note en étoile et puis cette évaluation-là n'est pas systématique. Sur certaines données qui sont anciennes, cette évaluation-là n'était pas faite. Ok. Peut-être encore 2 questions pour continuer la présentation. On aura l'occasion évidemment de revenir si on a encore un peu de temps à la fin. Antoine qui nous demande est-ce qu'on peut expliquer un peu comment vont évoluer les scopes 1, 2, 3, car ils commencent tout juste à être intégrés.
Oui, non, ça va pas être trop compliqué. Non, en fait, le scope 1, 2, 3 disparaît. On n'a plus que émissions directes et émissions indirectes. Donc, grosso modo, on n'a plus que 2 grandes catégories. Et en fait, ces 2 grandes catégories, en fait, sont divisées en 6 sous-catégories. Donc, finalement, le scope 1 ne bouge pas, hein, ça reste les émissions directes. Et en fait, dans les émissions indirectes, vous allez retrouver 5 catégories différentes. Donc, une qui va être justement sur tout ce qui est énergie, émissions indirectes liées à l'énergie. Vous allez avoir tout ce qui est lié au transport, donc une grosse catégorie transport. Une catégorie qui va être liée à tout ce qui est produits, utilisation des produits. Une catégorie qui va être plutôt sur tout ce qui est achat et tout ce qui rentre finalement dans l'organisation. Et puis après, on va avoir autre émission indirecte. Mais donc, grosso modo, en fait, on reste exactement sur le même découpage. C'est juste que le scope 3, enfin, le scope 2 et 3 ne sont plus que dans une seule grosse catégorie, qui est les émissions indirectes, et qu'on découpe finalement un petit peu dans le découpage que vous retrouvez dans le bilan carbone, pour, à quelques subtilités près, pour ceux qui Très ont en bien. tête les onglets du bilan carbone. Ok, merci. Alors, il y en a des assez spécifiques. Peut-être qu'on va en prendre une petite dernière et puis si on a encore un peu de temps à la fin, on y répondra. Et puis dans tous les cas, hein, comme vous le disiez, on y répondra par écrit suite au webinaire si on n'a pas pu tout passer. Une sur les Kogo, est-ce qu'ils sont faits en national ou il y a aussi des versions locales? Quelqu'un notamment qui nous pose la question pour les dom-toms. Non, alors le comité de gouvernance est fait au niveau national. Après, la base carbone contient quelques données relatives au DOM-TOM. On essaye autant que faire se peut. Après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de la disponibilité des données. Mais non, il n'y a pas de COGO locaux, que ce soit côté DOM-TOM ou même en région. C'est vraiment une instance au niveau national. Super. Écoute, merci beaucoup Fanny. Merci à vous. Peut-être que tu peux aussi taper tes réponses. Toi, tu dois avoir Oui, accès. Voilà, je donc vais, n'hésite je vais pas à regarder aux répondre par questions-réponses et écrit. puis Voilà, ça très bien. marche. Alors, merci Fanny. On va bientôt passer à la deuxième séquence. On vous proposait un deuxième petit sondage. Et pour passer cette fois-ci à l'empreinte carbone individuelle, puisque ça va être la deuxième partie de notre webinaire. Et la question là est assez simple. En somme, on vous demande un peu quelle est l'empreinte carbone d'un Français en moyenne, donc en 2018. Voilà. Alors, bon, normalement, vous voyez le partage des résultats. Finalement, ça se détache assez nettement. Je pense que Damien, tu vas pouvoir nous le confirmer. C'est effectivement autour de 11 tonnes. Oui, Martin, tu veux que j'intervienne maintenant? Enfin, Non, mais je crois que tu vas en parler un petit peu plus tard. Ok, bon, Je je te te laisse. passe la parole. Ok, merci Martin. Merci déjà pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. C'est avec plaisir qu'on est là, enfin que je suis là aussi pour présenter notre dernier projet en commun avec l'ADEME. Alors peut-être juste pour, alors tu peux peut-être passer à la première slide. Je vais présenter très rapidement l'association Bilan Carbone. Je pense que certains d'entre vous, en tout cas, j'ai reconnu des noms et des prénoms, donc nous connaissent déjà. Donc en effet, Fanny, tu l'as dit, l'année prochaine, on va fêter nos 10 ans. Donc ça fait déjà 10 ans que l'ADEME, avec l'APCC, a créé cette association pour historiquement porter la méthode du bilan carbone. Donc on est vraiment historiquement une association technique qui porte et qui portons un outil. Donc il y a bien cette distinction, et Fanny l'a précisé, entre outils, méthode bilan carbone et la base carbone qu'on vient de vous présenter. Peut-être juste pour information, pour dire aussi pourquoi on est là, c'est-à-dire que depuis quelques années, on a souhaité aussi élargir nos projets, nos missions, nos activités autour de la transition bas carbone finalement, et ça fait que en gros depuis 3-4 ans, on travaille sur d'autres outils, d'autres méthodes, mais également sur des enjeux
sensibilisation, d'information auprès d'acteurs type entreprise et collectivités, et plus récemment à l'échelle du citoyen. Donc vraiment deux axes, si je peux résumer comme ça, un axe outils et méthodes. D'ailleurs, on est partenaire également de l'ADEME sur la méthode ACT, et un axe sensibilisation, formation, voilà, information. Je pense que voilà, on peut passer à la suite, parce que je crois que j'ai un mandat de 5 minutes, donc je vais À peu aller, près, effectivement. je vais aller très vite. Oui, donc en effet, vous avez tous répondu à Onston. Enfin, en gros, les 3/4 ont passé ont parlé de l'empreinte carbone à Onston, qui s'élève aujourd'hui à Onston de CO2 par an et par personne. Nous, ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, finalement, c'était le résultat d'une réflexion qu'on a avec l'ADEME depuis quelques mois maintenant. C'était finalement comment assurer et mettre en musique la réduction de l'empreinte carbone du citoyen. D'ailleurs, c'était une des premières questions, il me semble, de ce webinaire, c'était quel outil bilan carbone utiliser pour le citoyen. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait une multitude d'outils qui existaient sur ce sujet, ce qui pouvait rendre confus le citoyen. Et d'ailleurs, on avait énormément de sollicitations sur le sujet, quel outil finalement utiliser pour mesurer, calculer, réduire mon empreinte carbone. Donc, de cette réflexion, de cette présence d'outils, on a voulu, en tout cas, on a réfléchi avec l'ADEME et Ecolab, donc finalement à travailler sur une plateforme, un centre de ressources vraiment dédié à la mesure de l'empreinte carbone et à l'action citoyenne sur ces sujets. Donc je passe ça très vite puisque du coup Martin et Maël et Benjamin vont présenter tout ça mieux que moi. Mais en gros, on a deux composantes sur le sujet. C'est le volet mesure, et l'autre le volet action et accompagnement. L'idée, c'est pour les plus anciens d'entre vous, c'était de tenter de faire revivre un peu ce dispositif Coach Carbone qui a existé il y a une quinzaine d'années, pensé par la Fondation Nicolas Hulot et par l'ADEME, et en faire finalement une version un peu plus dynamique de ce qu'elle était il y a une quinzaine d'années. Donc avec deux cibles, la cible citoyen de fait, puisqu'on s'intéresse à la mesure de l'empreinte carbone du citoyen, mais également les porteurs de projets, et notamment les développeurs et les développeurs d'applications. Alors peut-être que Martin, si tu peux peut-être passer sur la slide suivante. Oui, alors du coup, rapidement, parce que on n'est quand même pas parti de rien. On a fait ce fameux benchmark des outils existants. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir fait un benchmark exhaustif. On en a étudié une quinzaine, une vingtaine d'outils qui aujourd'hui sont en ligne. On a créé pour ça un référentiel d'évaluation basé un peu sur notre expérience de ces outils de comptabilité. Donc, on a pu créer à la fois, on va dire, un volet technique, un volet accompagnement, un volet transparence. Tout ça, on a mis en jeu ce référentiel, et on a pu finalement évaluer cette quinzaine d'outils qui sont présents aujourd'hui sur le web, et qui vous permettent de réaliser la mesure de votre empreinte carbone. Et en fait, on a fait le constat qu'il y avait énormément alors c'était pas du tout pour être critique, vu que nous, en plus, on n'avait pas d'outils dédiés aux citoyens, mais on s'est quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup d'outils qui n'étaient pas forcément à la hauteur de l'enjeu, et notamment à la hauteur de l'enjeu de réduction. Beaucoup avaient un périmètre restreint, donc on a parlé de scope du périmètre sur ces outils. Beaucoup étaient peu paramétrables, c'est-à-dire qu'en fait, on avait l'opportunité, une non-opportunité de faire quelque chose. Finalement, c'était aussi critiquable pour beaucoup d'outils, c'est-à-dire finalement l'accès à la méthodologie et au calcul était présente. Et puis, il y avait surtout, il manquait ce volet accompagnement du citoyen. Donc, toute volonté de mettre à disposition ces ressources pour les citoyens. Et j'allais dire, qui de mieux que finalement l'ADEME. Donc, c'est pour ça qu'on
rapprocher de l'ADEME sur le sujet pour porter ce projet, cette plateforme qu'on a souhaité neutre et indépendante pour les citoyens. Un autre critère qui était non noté mais qu'on a quand même pris en compte de façon, on va dire, implicite et qui est donc très cher à Ecolab, c'était le caractère open source et open data de l'outil, puisque finalement ce qu'on souhaite aujourd'hui c'est de rendre cet outil totalement libre. Et donc du coup il fallait aussi, voilà, on a voulu aussi regarder ce qu'il existait sur le sujet en termes d'open source et open data. Ce benchmark, vous m'entendez toujours, oui, Martin, c'est bon? J'ai coupé ta vidéo parce qu'il y avait des petits problèmes de son, mais tu peux Ouais, continuer. ok, non, mais t'as bien fait. C'est vrai que j'aurais pu la couper directement. Pas de souci. Donc ce benchmark, on devrait le sortir. Il faut qu'on finalise la rédaction. On devrait sortir d'ici la fin de l'été. L'idée, c'est quand même de le rendre public, sans forcément être critique, mais en tout cas, voilà, qu'il soit public. Et on a fait le choix pour sortir cette plateforme d'utiliser comme point de départ, pour les citer directement, l'outil Micmac d'avenir climatique qui nous paraissait le plus cohérent et pertinent pour partir sur cette plateforme. Voilà, je pense que tu peux passer. Oui, bah alors je vais passer très rapidement parce que je pense que vous aviez vu juste. Aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu également, c'était ça aussi le point de départ, au-delà de l'outil, c'était que finalement très peu donné d'informations aux citoyens sur ce fameux passage des 11 tonnes à 2 tonnes équivalent CO2 par an pour atteindre cet objectif de neutralité carbone. Et donc du coup, on s'est appuyé sur un certain nombre de publications, d'études qui existaient déjà pour travailler sur le sujet. Donc là, vous avez juste un exemple d'un schéma repris de Carbone 4 sur l'empreinte carbone moyenne de français. Je pense qu'on en reparlera peut-être avec les fiches actions, je vais passer assez vite. Il y avait encore une autre slide sur l'empreinte carbone. Voilà, 2 chiffres, juste pour vous dire pourquoi on s'intéresse à l'empreinte carbone. Je pense que vous le savez, mais c'est toujours important de le rappeler. Aujourd'hui, on a 2 grandes méthodes pour estimer les émissions de gaz à effet de serre au niveau national. On a l'inventaire national réalisé par le CITEPA, donc qui s'intéresse aux émissions directes, aux émissions des territoires. On s'aperçoit globalement que depuis 25 ans, on baisse chaque année nos émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de moins 25% en 25 ans. Donc là, on est vraiment sur des émissions directes, les émissions intérieures. Là où le bas blesse finalement, c'est quand on commence à s'intéresser à l'empreinte carbone par habitant. Déjà, on s'aperçoit qu'on augmente de 50 à 60% ce bilan, cet inventaire. C'est-à-dire que quand on commence à prendre en compte les émissions importées, en fait, liées finalement à nos consommations de biens sur le territoire, on augmente de façon significative ce volume d'émissions. Et c'est là la problématique, c'est que finalement cette empreinte carbone, au contraire des émissions nationales, continue d'augmenter et on a une baisse à peu près de l'ordre de 7% sur ces 20 dernières années si on s'intéresse à l'empreinte carbone. Donc voilà, pour nous c'était le sujet du moment qu'on a souhaité développer. Et puis alors peut-être que Martin tu pourras l'évoquer, mais ce qui nous a fait partir aussi, ça a été de nombreuses sollicitations qu'on a eues. D'ailleurs, je pense qu'il y en a parmi vous aujourd'hui, parmi les spectateurs, de développeurs d'applications, de start-upers, comme on pourrait les appeler, ou de néobanques qui sont venus vers nous, que ce soit l'ADEME ou l'ABC, pour développer leur propre outil de comptabilité carbone. Et donc, nous, on a dit, finalement, pourquoi pas mettre à disposition du code un outil estampillé, logoisé ADEME et ABC que tout le monde pourrait utiliser pour créer ses propres outils. Voilà, c'était un peu ça l'idée de départ. Parfait, merci beaucoup Damien. Écoute, justement, passons à cet outil qu'on a appelé donc nos gestes climat et que va vous présenter Maël. Alors je pense que certains d'entre vous avaient sans doute déjà pu Oui, le tester, bonjour, on vous vous avait mis le m'entendez? lien. Très bien. Allô, Maël, allô, Martin. oui, on t'entend très bien. Tout le monde t'entend, visiblement. Ok, ça marche. Donc, on va vous présenter rapidement, visuellement, donc sous forme de slide et de GIF, l'outil tel qu'il est aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir au-dessus sur le bandeau, c'est une version bêta.
donc on est en train de sortir en ce moment. Donc ça veut dire qu'elle est utilisable aujourd'hui pour avoir un premier résultat. Ça veut dire qu'elle va évoluer. C'est-à-dire qu'on va améliorer les calculs et du coup on attend vos retours pour justement les améliorer en fonction de vos retours. Donc voilà, il suffit de cliquer sur faire le test. Et Martin, je te laisse. Voilà, nickel. Donc on a segmenté les questions par grandes catégories. Ici, on voit que ça commence par le transport. Donc on reprend un peu les grandes catégories que vous avez vues dans le graphique qui a été présenté avant. Et donc on a pris le parti d'une interface très simple avec une seule question à l'écran donc qui suit vos réponses, c'est-à-dire que chaque question dépend de ce à quoi vous avez répondu avant. Si vous avez dit que vous faisiez 0 km en voiture, on ne va pas vous embêter avec la voiture par la suite, etc. Et voilà, donc ça c'est les questions de transport. On peut passer aux autres. Et donc là, on enchaîne sur la partie alimentation. Alors vous remarquerez sûrement que la partie alimentation, elle est très simplifiée. C'est un parti pris dans un premier temps pour cette première version. On voulait justement éviter de tomber dans le piège de poser la question combien mangez-vous de viande, combien mangez-vous de bœuf au gramme près, parce que c'est très difficile à calculer ou en tout cas à suivre. Donc on est parti sur ce régime très simple et ensuite on va l'améliorer pas à pas en proposant plus de diversité dans les régimes et en permettant à l'utilisateur de se créer son propre régime. Voilà, et donc il y a d'autres questions par exemple comme l'eau en bouteille, la boisson, l'alcool, etc. Ensuite on enchaîne sur le logement et puis voilà, ainsi de suite, hein, il y a d'autres catégories. On essaie d'aider l'utilisateur, par exemple, en proposant de rentrer ses factures en euros, par exemple pour l'électricité, plutôt qu'en kilowattheure. Parce que, évidemment, si on n'a pas la facture sous la main, c'est compliqué d'estimer des kilowattheures. Ça dépend de l'isolation de la maison, ça dépend de tout, de la surface, comme vous voyez là en direct, etc. Et donc, tout au long de la simulation, on essaie de faire quelque chose de très interactif. Donc, vous voyez les calculs évoluer, vous voyez les différents postes se dépasser les uns les autres en fonction de vos réponses, et vous voyez votre bilan provisoire en direct. Alors, vous aurez sûrement tous remarqué que nous affichons une empreinte de 9,5 tonnes par défaut, qui est du coup sous-estimée par rapport à la moyenne dont on parlait tout à l'heure de 11 tonnes. C'est normal, en fait, pour l'instant, on a mis des valeurs par défaut qui nous semblent les plus correctes et on va les faire évoluer. Et donc, l'objectif final, c'est d'atteindre ces 11 tonnes en valeur par défaut. Donc voilà. Donc, il faut quand même garder en tête que cet outil, c'est pas un outil de comptabilité exact. C'est un outil qui permet de connaître les ordres de grandeur de sa propre consommation et c'est ça l'objectif, hein, c'est de connaître les ordres de grandeur. Donc c'est pour ça qu'on l'a publié tel quel en version bêta parce que on pense que c'est déjà une belle amélioration par rapport aux outils existants et on pense que ça peut déjà être vachement utile pour les utilisateurs comme pour les développeurs qui vont reprendre l'outil derrière, reprendre les algorithmes. Et voilà, donc on va le faire évoluer avec les retours et les améliorations du calcul. Donc ça, c'est l'écran de fin. Donc l'idée, c'est qu'on puisse le partager, qu'on puisse le partager pour créer le débat notamment, pour en parler, voilà. Et donc voilà, donc vous pouvez le partager aussi sur mobile, ça marche. Et donc pour terminer sur cet outil, donc on l'a déjà évoqué. Damien l'a évoqué, donc c'est un outil open source. Donc ça veut dire qu'il est construit de façon collaborative et que le calcul derrière est complètement transparent. Donc là, vous avez un petit extrait de ce calcul. Vous pouvez voir que c'est dans un langage, on va dire, relativement simple à comprendre. On peut voir à la fois la question qui est posée, donc c'est ce que vous avez vu dans l'interface, et les descriptions qui permettent d'aider à la saisie et de justifier les calculs. Vous voyez aussi ici des estimations. Par exemple, c'est des estimations qui aident à répondre à la question de la distance parcouru en voiture. Donc tout ça, voilà, ça va évoluer en fonction des retours. Et dernier point, donc pardon, ça c'est sur l'URL que vous voyez à gauche, donc ecolab-data. Donc c'est ce qu'on appelle les données, même si en vrai c'est plutôt un modèle, un ensemble d'algorithmes relativement simples, donc qui se basent tous bien sûr sur les facteurs d'émission de la base carbone, et donc qui vont être bientôt d'ailleurs encore plus liés à la base carbone parce qu'on va mettre en place des mises à jour automatiques.
Et donc, deuxième chose, l'interface, elle est elle aussi open source. Donc là, je peux pas vraiment vous montrer d'extrait parce que c'est du code un peu plus compliqué. Donc c'est pour construire l'interface du site. Et donc c'est sur Ecolab-climat. Voilà. Et donc les deux peuvent être réutilisés, peuvent être améliorés sur GitHub, donc qui est la plateforme, une plateforme de développement en open source. Voilà. Parfait, merci beaucoup Maël. Effectivement, comme tu le disais, pour l'instant, on ne commence pas, entre guillemets, le calcul à 11 tonnes par les moyennes que tu évoquais, mais par contre, le résultat final est bien le bon par rapport à ce qu'on a rentré. Et puis, tu rappelais ici sur cet écran que la moyenne, c'est bien les 11 qu'on évoquait juste avant. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de... Peut-être qu'on prendra toutes les questions sur l'outil après la présentation qui est à suivre, qui est sur la deuxième partie. Donc, on avait cette première partie de simulation. Et ensuite, c'est Benjamin de l'ABC qui va nous parler de la suite du deuxième étage de la fusée sans carbone, les actions. Benjamin? Alors, oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Je vais allumer ma caméra, mais Martin, n'hésite pas à la couper Ok, si ça coupe. comme si on Parfait. a les mêmes problèmes de son qu'avec Damien. Voilà, donc moi je vais vraiment aborder le deuxième volet de notre outil, de cette plateforme, c'est le volet action, accompagnement. Donc c'est comment on accompagne le citoyen du 11 tonnes au 2 tonnes. Hein. Voilà, donc on a pris un parti pris qui est avoir différents niveaux d'engagement. Donc c'est-à-dire, comme vous allez le voir par la suite, on va avoir des actions qui sont un peu là pour mettre le pied à l'étrier, qui sont peu contraignantes et avec des actions qui sont quand même bien plus engageantes, donc qui impliquent un peu plus ce qu'on peut considérer comme de la maturité climatique, même si ce mot est parfois un peu tendancieux, en tout cas de bien plus engageantes. Et on a aussi différents niveaux de compréhension, c'est qu'on va avoir des actions à la fois claires, simples et concises, où vous allez le voir à la fin, on va retrouver l'impact GES de l'action, un ordre de grandeur associé, on va dire deux, trois chiffres clés et peut-être un peu de budget si l'impact budgétaire de cette mesure, voilà, enfin des choses très synthétiques. Et on va avoir à côté des fiches contextualisantes, c'est-à-dire des fiches qui viennent aborder le problème dans sa globalité, donc qui posent un constat, qui donne beaucoup plus de chiffres clés, qui source et qui explique en fait pourquoi cette action elle a un impact et ou pourquoi cette non-action aussi permet d'avoir une forte empreinte carbone individuelle. Et enfin, donc on a deux cibles, on l'a dit, Damien l'a dit, hein, on a accompagné les citoyens, aussi les acteurs mobilisés auprès des citoyens. Donc, on a parlé de développeurs, de sites web, et nous, on pense notamment, ces personnes vont aller chercher ces informations. Notamment, on pense ces fiches contextualisantes, ces fiches qui expliquent, qui sourcent et qui donnent de la donnée. On pense notamment à, je sais pas, tous les outils les sites web de cuisine qui peuvent aussi se mettre à mettre en avant l'impact carbone de son alimentation. Tous les sites de revente de seconde main, d'objets Internet, d'objets de vêtements peuvent aussi avoir un intérêt à aller valoriser que leur plateforme, leur site web, leur application, en fait, a un vrai impact concret sur l'empreinte carbone des individus. Voilà. Martin, peux-tu passer à la suivante? Voilà. Donc, on a vu qu'on a plusieurs cibles, on a plusieurs fiches actions. Et donc là, vous avez un peu les informations, comme je vous ai dit, qu'on va retrouver dans une fiche action simplifiée. Donc là, ça prend le format Excel parce que c'est le format qui nous sert à nous pour structurer nos informations. Mais derrière, on a évidemment quelque chose de graphique et qui reprend, on va dire, d'une meilleure manière ces informations. Donc, on trouve la quantification GES de l'impact, les ordres de grandeur associés. Donc là, je vous ai mis notamment, c'était sur l'action remplacer la viande rouge par la viande blanche. Voilà, on va avoir l'ordre de grandeur GES du bœuf, du veau et du poulet à la sortie de ferme et ingéré. Donc, c'est-à-dire une fois la chaîne post-sortie de ferme, donc transport, conditionnement, tout ça. On a des chiffres clés, donc voilà. On a des autres bénéfices quand ils existent. Donc, sur cette fiche-là, il n'y a pas, mais celle qu'on va vous présenter, vous verrez notamment de quoi on veut parler. Et nous, on se permet de mettre un niveau d'effort qui est, en fait, c'est une notion très personnelle, mais nous, en tout cas, ça nous permet de structurer les actions qu'on va proposer, parce que notamment sur la thématique alimentation et notamment l'alimentation carnée,
Et bien derrière, on va proposer d'aller réduire par 2 sa consommation de viande, par 4. Et même d'ailleurs, certains voudront aller encore plus loin et devenir végétariens. Voilà. Et en tout cas, on a aussi d'autres actions qui sont proposées et un lien vers une fiche, ce qu'on appelle élaborée. Donc, c'est réduire sa consommation de viande qui vont venir, comme je l'ai dit, contextualiser les enjeux associés à la consommation de viande. Voilà. Et on dit que le but de cet outil, c'est que ça soit adapté au profit des utilisateurs, c'est-à-dire qu'en fonction des réponses, si on voit qu'il a un bilan carbone fortement lié à son alimentation, et bien, on va aller travailler avec lui là-dessus. Donc, évidemment, on va d'abord lui mettre les pieds à l'étrier. Si on voit qu'il y a énormément de viande rouge, on va peut-être d'abord commencer par proposer juste cette action de remplacement de viande avant de même envisager d'aller diminuer la chose. Mais en tout cas, le but est de l'amener dans quelque chose qui est très engageant. Peux-tu passer, Martin? Voilà, donc là, je vais vous prendre l'exemple d'accompagnement qu'on pourrait utiliser. On a pris un cas qui est volontairement, qui fait souvent débat, hein, c'est la consommation de viande. Donc voilà, comment on va d'un niveau faible d'engagement à des actions plus engageantes. Donc on a commencé par remplacer la viande rouge par la viande blanche. Et puis après, on va aller attaquer diviser sa consommation de viande par 2. Donc là, vous voyez que j'ai mis d'autres ordres de grandeur généraux et notamment si on divise sa consommation de viande par 2, ben, il faut remplacer par d'autres repas. Et donc là, on a mis en évidence des données issues de la base, de la base carbone de Food GES sur l'impact carbone de certains repas. Donc on a repas dominante animale, bœuf, jusqu'au repas végétarien. Et on retrouve ces mêmes chiffres clés, on retrouve notamment des autres bénéfices quand ils existent. Donc tous ces chiffres, ils sont sourcés. Vous aurez les sources dans les fiches élaborées, hein, c'est pas issu c'est quelque chose qui est un travail qui est sourcé. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à engager l'utilisateur dans ce cheminement un peu, dans cette maturité climatique, on lui proposera peut-être une autre action qui est diviser sa consommation de viande par 4, puis devenir végétarien. Avec là encore une fiche action qui sera dédiée sur l'aspect végétarien, contextualisé aussi parce que les modèles d'agriculture bas carbone intègrent l'élevage extensif. Donc, il y a aussi une réflexion qui sort un peu du cadre carbone et qui est sur l'aspect hors carbone qui est devenir végétarien. Voilà pour, on va dire, les fiches d'accompagnement de l'utilisateur. Et on a maintenant aussi, j'en ai parlé, des fiches actions élaborées. Donc, je n'ai peut-être pas de chiffres à vous montrer, étant donné que ça prendra la forme probablement d'un document PDF de, je pense, maximum 2 ou 3 pages pour pas saouler l'utilisateur de chiffres et de données. Mais en tout cas, on va contextualiser les enjeux, expliquer pourquoi ça un impact, donner des chiffres clés, donc de manière plus nombreuse. Là, on parlait de l'affectation des sols à 80% en France pour l'alimentation animale. Et bien là, on va aller réfléchir à beaucoup d'autres choses. On va expliquer, on va sourcer notamment. Donc ça va être destiné aux citoyens qui souhaitent aller plus loin dans leur compréhension parce qu'on va avoir des gens qui vont être vraiment très impliqués. Et on aura aussi pour les porteurs de projets, et notamment, on pense là, comme je l'ai dit, à des sites de cuisine qui décident de mettre en avant peut-être l'impact des recettes qu'ils proposent, ou une marque ou plutôt une plateforme de vente de seconde main essaiera de mettre en avant tous les vêtements de seconde main, l'impact que ça a plutôt que d'acheter neuf. Voilà, on a ce contenu détaillé qui sera destiné aux porteurs de projets. Donc, si on arrive maintenant, Martin, voilà, sur un peu l'exemple de fiche action simplifiée. Donc, comme vous pouvez le voir sur la gauche, on vous a mis deux actions. Une qui est, on va dire, qui n'est pas très engageante, qui est assez facile à mettre en œuvre, qui a un impact qui a le mérite d'exister, mais qui est éteindre mes appareils en veille. Donc, c'est estimé à 33 kg de CO2 équivalent par an. Et on a à côté divisé ma consommation de viande par 4, qui est 1 tonne de CO2 par an. Ces chiffres, ils sont issus de travail sourcé et ils seront issus aussi, quand on le peut la plupart du temps, des réponses utilisateurs. Donc là, on a fait le choix par rapport au simulateur que vous a montré Maël, de remplacer le choix qui était « je consomme de la viande tous les jours » par « je consomme de la viande de bœuf une fois par semaine ». Donc ça sera affiné, mais en tout cas, ce choix, il résultera directement de l'expérience utilisateur et de ce qu'il avait répondu comme question. Évidemment, pour éteindre les appareils en veille électrique, on s'est basé sur des fiches techniques de l'ADEME. On a
moyennisé. Évidemment, on ne peut pas, à moins de devoir saouler l'utilisateur de questions, on ne peut pas rentrer des fois à proprement parler dans des chiffres qui vont toujours coller à ce que voudrait l'utilisateur. En tout cas, on a deux, voilà, vous voyez cette dualité entre une fiche pas très contraignante et une fiche qui est quand même assez structurante dans ce qu'elle implique dans sa démarche personnelle. Et à droite, les informations que vous allez retrouver. Donc, c'est un peu le fichier Excel qui va être, on va dire, présenté de manière de telle manière à l'utilisateur. Donc, l'impact carbone de l'action. Ce même graphique, on va dire, avec les exemples de type de repas. Donc, vous avez entrecôte frites qui est autour de 5 kg, poulet et riz autour de 1 kg et une salade autour de 200 grammes. Voilà. Le saviez-vous, on revient avec cette notion de, en France, il y a 80% des surfaces agricoles qui sont dédiées à l'alimentation animale. Et ici, sur une étude du WWF, on avait justement cette étude sur un régime classique, un régime peu carné, qui est mise en avant aussi parce que, qui plus est, quand une action permet un gain financier, elle est plus facilement acceptable par la population. Voilà. Et vous avez cette option en savoir plus qui vous amènera vers la fiche contextualisante élaborée de l'alimentation et vous avez d'autres gestes climat à la fin. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Benjamin. Je pense que... Peut-être juste Maël, Martin, pardon. Je t'en prie, vas-y, Damien. Je sais pas si on a vraiment insisté dessus, mais c'est vraiment le côté personnalisé de l'action qui moi m'importe. C'est que finalement, en fait, on n'est pas là sur une série. Il y aura cette série de listes PDF disponibles pour que vous puissiez toutes les avoir. Mais l'idée, c'est quand même qu'on vous accompagne, enfin qu'on accompagne en tout cas vers le citoyen. Donc, on va d'abord quand même le challenger sur ces impacts importants en termes de GES, enfin d'émissions de GES. Oui, tout à fait. Effectivement, donc bien comprendre, c'est cet écran-là, qui est un premier écran, qui est un exemple en cours de développement pour l'instant, mais ça arrivera juste après le calcul et ce sera bien, comme tu dis, adapté exactement à ce qu'il aura à renseigner. Donc évidemment, s'il ne mange pas de viande, par exemple, on lui proposera pas de diviser sa consommation de viande, ou s'il en mange déjà peu, l'action diviser ma consommation de viande par 4 sera beaucoup moins forte en termes d'impact de réduction d'émissions de CO2 que si ça... C'est le poste logement. Exactement. Derrière, vont venir s'adapter et vont être aussi priorisés pour commencer par des gestes moins engageants pour l'amener justement après vers des choses qui sont bien plus structurantes. Mais en effet, ça sera complètement basé sur le profil carbone, l'empreinte individuelle du citoyen, de l'utilisateur. Exactement. Et donc, je pense que ça a été dit, donc bien pour le rappeler, que ça, comme le simulateur, ces fiches seront aussi disponibles en open source. Je pense que Damien, tu l'as bien rappelé, que c'était une volonté forte. Voilà. Je le redis clairement. Très rapidement sur l'aspect familial, en effet, c'est à terme, on aimerait aussi pouvoir avoir parce que là, c'était la première version se faisait par un individu. À terme, il y aurait en effet la possibilité de raisonner par famille, ce qui permettrait de faciliter et de toucher plus de gens. Voilà. Merci pour cette précision. Justement, on peut passer aux questions-réponses. Oui. Ah tiens, on a peut-être notre CPF, faire une petite... Ouais, non, mais juste rapidement sur le bilan carbone organisation et ce qu'on fait chez nous à la maison. Ouais, non, le CPF, en effet, c'est un sujet qu'on a en tête. Alors aujourd'hui, non, c'est vrai. C'est un sujet qu'on a en tête depuis 1 ou 2 ans, parce qu'on s'est aperçu que finalement, il y avait énormément de gens à titre individuel, et c'est tant mieux, qui revenaient vers nous pour faire ces formations. Alors, c'est pour rien vous cacher, c'est très, très lourd. Administrativement, pardon, donc il faut qu'on le fasse, mais oui, c'est quelque chose qu'on a en tête. Aujourd'hui, non, on est plutôt sur des financements classiques type OPCO en fait, donc il faut être en effet employé chez quelqu'un en fait, pour l'instant.
Ok, parfait. Et du coup, je fais un petit teaser, mais très très rapide, parce que je voyais des questions sur quid de la même chose pour l'entreprise. Alors, je pense que c'est très compliqué d'avoir exactement la même chose pour une entreprise, parce que là, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre de la taille, et je pense que l'ADEME pense exactement la même chose que moi. C'est-à-dire que voilà, ça fait quand même plusieurs années qu'on s'intéresse à le sujet. Juste pour information, on sort au mois de septembre une expérimentation qui va durer 6 mois sur une version logicielle du bilan carbone tel que vous pouvez le connaître aujourd'hui pour les organisations. Donc voilà, on va essayer de faire vivre ensemble notre bon vieux tableur Excel et le bilan carbone en format logiciel. Donc voilà, tous ceux qui sont chez nous, qui sont formés, qui sont intéressés, n'hésitez pas. Voilà, on s'intéresse aussi aux entreprises. D'ailleurs, on s'intéresse surtout aux entreprises. C'est que depuis 1 an qu'on s'intéresse aux citoyens. Mais Parfait. voilà. Et côté ADEME, on regarde aussi cette question d'avoir une déclinaison un peu salariée, enfin de ce qu'on vient de voir. Mais c'est encore un peu tôt pour en parler précisément. Ça sera plutôt à la toute fin d'année. Merci Damien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui, il y a d'autres questions. Alors, sur Agribalis, c'est peut-être un tout petit peu précis, mais là, j'en vois une sur... Il y avait une question sur le suivi Oui, de son empreinte carbone individuelle et sur le partage. Donc, j'ai répondu à l'écrit, mais on peut, je pense, en dire un mot à l'oral, qui est en vas-y, oui. effet, oui, comme l'a dit Maël, les résultats seront partageables et seront aussi, on pourra suivre, nous, notre évolution en fonction des gestes qu'on met en place. On pourra suivre cette évolution de son empreinte carbone individuelle. Et cette notion de coaching, ouais, qu'on essaiera de mettre en avant sur un suivi régulier, quoi. L'idée, c'est de ne pas les laisser tomber, les citoyens, quoi. Très bien. Alors, je vois d'autres questions. Tiens, on va pouvoir alterner un petit peu. Peut-être Fanny, si tu peux répondre. Il y avait des questions qu'on avait laissées un petit peu tout à l'heure sur des équivalences de cette base au niveau européen, enfin de la base carbone au niveau européen. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, j'ai répondu par écrit à certaines Ok, questions, mais il y en avait peut-être. Non, il faut quand même savoir que la base carbone, donc qui est franco-française, est assez unique en son genre d'un point de vue européen, mais même d'un point de vue international. Donc une base de données comme ça ouverte, transparente, enfin bref, avec tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on est les seuls à mettre ça à disposition. Donc on a souvent des demandes pour intégrer des données autres que la France. Alors bon, là aussi, pour répondre à certaines questions que j'ai vues passer où j'ai pas eu le temps de répondre sur des données qui manquent, oui, la base carbone, il y a encore pas mal de trous dans la raquette. Et donc on a déjà du mal à faire en sorte de couvrir tout ce qu'il y aurait à couvrir pour la France. Donc on n'a pas vocation à intégrer des données autres que pour la France, même si vous pouvez quand même en trouver quelques-unes aujourd'hui. Et notamment, il y a pas mal de données là dans la grosse mise à jour qu'on a fait sur les facteurs d'émissions de transport, qui sont des données moyennes représentatives de l'Europe. Donc pour nos copains européens, ils pourraient les réutiliser, notamment pour le routier. Après, du coup, sur vraiment une base carbone au niveau européen, il faut savoir que la Commission européenne travaille sur une base de données environnementale. Donc là, on retrouve vraiment tous les critères environnementaux ACV, mais bon, qui dit ACV dit qu'il y a forcément l'impact carbone quelque part. Mais voilà, c'est un projet qui est assez long et assez fastidieux, même au niveau de la Commission européenne. Donc, c'est une base de données qui n'a toujours pas vu le jour. Et c'est vrai qu'étant donné que ce projet-là au niveau européen est en place depuis pas mal d'années, nous, côté ADEME, on a toujours, entre guillemets, freiné dans le sens où on s'occupe déjà de notre base de données au niveau français. Puis le jour où il y aura quelque chose de solide au niveau européen, on s'y rattachera, histoire de ne pas faire doublon. Mais pour l'instant, en tout cas, tant que c'est pas stable au niveau européen, on continue à avancer de notre côté, que ce soit avec la base impact que certains d'entre vous connaissent peut-être sur les impacts environnementaux des produits, et puis la base carbone pour tout ce qui est impact CO2. Et je le mentionnais aussi, on a quand même participé, et notamment l'association de bilan carbone a participé avec nous à un projet européen donc du coup qui s'est terminé fin 2018. Donc un projet européen qui s'appelle ClimFoot, dont l'enjeu était justement de créer une base carbone à l'échelle européenne. Donc j'ai mis le lien dans les réponses, donc si certains sont intéressés, ils pourront aller voir le site du projet. Et donc qui a lancé, on va dire, les réflexions pour créer une base carbone et puis d'une manière générale une démarche de bilan GES et de bilan carbone à l'échelle des organisations.
Et donc, il y a toujours l'idée de faire un ClimFood 2 en projet, côté notamment, Damien pourra peut-être en dire 2 mots, côté association bilan carbone. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye d'insuffler et qu'on essaye de développer au niveau européen, mais on va dire que vraiment, à ce jour, on a juste la base carbone. Tu es modeste, Fanny. Tu pourrais même parler de l'international, puisque Oui. on travaille avec tes collègues de l'international sur aussi l'Afrique. Enfin non, mais c'est un vrai sujet, l'accès aux données climat et aux facteurs d'émission pour les autres pays. Et on travaille dessus, en effet. Mais on va dire qu'aujourd'hui, de choses abouties, je n'étais même pas allée sur l'international, parce qu'on va dire que ClimFood est un peu plus abouti que nos discussions avec oui, bien sûr. nos collègues à l'international. C'était pour pas vendre trop de rêves. Mais oui, effectivement, en tout cas, ça reste une question et beaucoup de pays nous envient notre base carbone. Voilà, pour conclure. Parfait. Alors, des questions plus ensuite sur Meges Climat, donc la plateforme qu'on a présentée en deuxième partie. Je crois que ça a été répondu parce que je ne la vois plus, mais une question qui était sur comment on l'intègre sur son site. Donc effectivement, vous pouvez retrouver sur le site ecolab.adem.fr. Si vous allez dans cette rubrique Impact Carbone, vous avez directement le petit bout de code qui vous permet de le mettre sur votre site, tout comme notre petit calculateur transport qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, vous pouvez déjà regarder comment l'intégrer si vous voulez. On pourra vous accompagner si ça ne fonctionne pas. Et puis j'ai vu, il y avait une question sur comment est-ce qu'on pourrait venir en entreprise refaire cette présentation, enfin, si j'ai bien compris. Peut-être avant de répondre vraiment à cette question, je vous invite à renseigner, pas que pour cette question-là, mais tous autant que vous êtes le sondage qu'on va vous diffuser en fin de webinaire pour justement voir quelles sont les suites que vous imaginez. Après, juste de façon, on va dire, du tac au tac, Martin, sans forcément penser à la question, c'était aussi l'idée finalement d'avoir cette plateforme, on va dire, ADEME ABC un peu neutre. Enfin, nous, pour le coup, après, avec plaisir, si au contraire, il faut que ça diffuse, donc si on doit se déplacer ou faire ça via d'autres webinaires, on le fera avec plaisir. Alors, le webinaire sera de toute façon disponible, donc vous pourrez mais des webinaires intra, je voulais dire, ou des trucs un peu adaptés aux entreprises et tout. Un peu adaptés. Pas de souci. Peut-être une question à laquelle on n'a pas répondu, qui est remontée là avec les votes. Si on utilise les données de la base pour nourrir un calculateur d'entreprise, afin de faire une estimation pour nos clients, doit-on demander une certification? Je pense que c'est une question pour l'ABC et pour Fanny, peut-être. Ouais. Ce que tu peux répéter. Si on utilise le calculateur du coup qui a été développé par Ecolab, ou est-ce que si on utilise les données de la base carbone? Ce que je comprends, c'est plutôt les données de la base carbone pour nourrir un calculateur interne entreprise. Non, enfin, il faut lire les conditions générales d'utilisation, mais qui sont des conditions générales d'utilisation classiques où on n'est pas censé faire n'importe quoi avec les données, mais c'est une base de données ouverte, donc vous pouvez les intégrer dans tous vos calculateurs comme vous le souhaitez. Après, et côté ABC, il me semble que vous proposez une certification en plus, c'est ça Oui, c'est ça. Mais alors après, c'est oui, moi je vais pas faire la promotion de tout ce qu'on fait, mais oui, en tout cas, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'entreprises qui avaient leurs propres outils et qui pouvaient être intéressées par on va dire, des reconnaissances de leurs méthodes et de leurs outils. Donc nous, on propose en effet une reconnaissance construit selon la méthode bilan carbone, en gros, pour faire court. Donc voilà, mais ça c'est donc on a quelques outils comme ça qui ont été certifiés, mais c'est une certification ABC qui a de nom que parce qu'on lui a bien donné, quoi. Enfin, il n'y a pas l'AFNOR derrière ni rien, quoi. Parfait. Alors il nous reste encore quelques minutes. J'essaie de regarder les questions. J'en vois une. En quoi consiste l'accompagnement de la part des experts à la suite de ce webinaire pour les startups, restaurateurs, etc. Ce service a-t-il un prix? Alors, donc le service là, la certification, je crois que ça a un prix, mais qui est assez modeste. Mais en tout cas, si vous parlez vraiment de l'accompagnement des suites de ce webinaire, non, ça n'a pas de prix. Pour l'invent, il n'y a pas de prix prévu. Ça dépend ce que vous nous demandez néanmoins, mais le petit lien que je vais vous mettre tout de suite à l'écran, qui est en bas, là, vous pourrez découvrir ce sondage et y répondre. L'objectif, c'est que vous nous fassiez part de
de vos besoins. Et donc, on pourra mettre en place des ateliers soit thématiques, peut-être autour de, voilà, tout à l'heure, tu citais la banque, Damien. Il y a d'autres, voilà, tout un tas d'entreprises. On pourra faire des ateliers peut-être thématiques ou sinon des ateliers plus sur les données, s'il y a des gens qui ont des problématiques vraiment sur les données ou tout autre thématique, voilà, ou atelier qui ressortirait. Vas-y, pardon. Non, j'ai cité les banques parce que j'ai vu que quelques-uns étaient présents, mais en effet, c'était un sujet pour eux. J'imagine que vous êtes plusieurs. Alors, ça peut être à réfléchir, je pense, c'est intéressant comme idée, ces groupes de travail thématiques Exactement, qui seront, qui plus est plus petits. Là, on a beau être plus que 226, ça reste compliqué pour interagir facilement. On fera, voilà, ça sera l'occasion d'avoir des groupes aussi plus petits où on pourra prendre du temps pour chacun. Nous, on le fait à notre échelle. Enfin, juste, je vais encore reparler de l'ABC, tu vas me dire, mais on le fait à notre échelle. En tant qu'association, on a forcément une animation d'adhérents. Et on a, c'est ce qui est d'ailleurs marrant, parce que toutes les questions qui ont été posées, finalement, c'est des questions sur lesquelles on répond, on échange avec nos adhérents, quoi. Donc, c'est assez logique de retrouver toujours un peu les mêmes interrogations. Donc, voilà. Donc, nous, on le fait et avec plaisir pour l'ouvrir s'il y a d'autres acteurs qui veulent nous rejoindre. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres... Alors, une question sur Agribalise, mais effectivement, ce sera disponible plutôt fin septembre, le 29 septembre. Donc, Fanny, me semble-t-il, Agribalise donc intégrera la base carbone pour sa composante carbone. Oui, tout à fait. On intégrera tous les impacts carbone d'Agribalise une fois que Agribalise sera public. Voilà. Et la question peut-être vaudra le coup d'être précisée, puisque je crois que la question est de savoir s'il sera possible de changer la manière dont le score environnemental est calculé tout en gardant les données d'impact d'Agribalise. Du coup, j'invite Monsieur Rogy à plutôt nous poser des questions par ailleurs. C'est vrai que c'est... Donc, l'accompagnement qu'on fait aujourd'hui sur le carbone, il y a déjà des groupes qu'on a lancés autour d'Agribalise. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour voir comment on peut vous accompagner. Si vous allez sur le site d'Agribalise qu'on mentionnait tout à l'heure, ecolab.nm.fr/agribalise, vous allez aussi retrouver tout un tas de ressources qui pourront vous aider. Bien, alors peut-être, est-ce qu'on en prendrait une petite dernière ? Celle-là, peut-être sur les déchets. Question, pourquoi et à quel moment considère-t-on qu'un déchet devenant une matière première revient à zéro émission après ça de la collecte, son transport ou son arrivée sur le site de transformation? Annie, elle est pour toi, celle-là. Oui, moi je vais botter en touche. On a un groupe de travail. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais justement, ça fait partie des sujets là. Donc vous avez tous dû, enfin j'espère que tout le monde a vu qu'on avait fait un gros travail de mise à jour de tous les facteurs d'émissions de transport de la base. Et le deuxième chantier qu'on a démarré en parallèle, mais du coup qui prend un peu plus de temps, c'est aussi de mettre à jour tous les facteurs d'émissions déchets de la base carbone, puisque là on est vraiment que sur des données presque historiques qui sont basées sur des moyennes représentatives de 2010. Donc on espère qu'en 10 ans, on s'est quand même amélioré de ce côté-là. Mais on n'a pas trop de doutes. Donc du coup, on est vraiment en train de refaire un gros travail de restructuration des données déchets. Et notamment, cette question-là est sur la table. Donc pour l'instant, on n'a pas encore tranché sur exactement où ça s'arrête, où ça commence. Mais en tout cas, on aura une position, entre guillemets, ferme sur ce sujet-là lors de la prochaine mise à jour sur toutes nos données déchets. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour répondre aux questions-réponses. Comme on vous le disait, de toute façon, on a pu bien tout noter. On reviendra vers vous avec l'ensemble des réponses à vos questions qui resteraient. Et donc, pour en finir sur les suites à ce webinaire, qui est finalement juste une invitation à trouver d'autres formats pour continuer de vous accompagner. Donc, vous allez pouvoir trouver tout un tas de ressources déjà sur le site Ecolab, comme vous le voyez à l'écran. Il y aura le replay, la présentation. Et puis, ça serait donc très utile pour nous que vous remplissiez le site, voilà, le lien que vous voyez à l'écran. On vous le repartagera par mail également, mais pour bien connaître à la fois savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, mais surtout savoir comment on peut continuer de vous accompagner.
Voilà, donc je voulais remercier tous les participants et puis tous les intervenants. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Bah, merci à toi, Martin. Et puis à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.